messieurs, à l'occasion de cette dédicace, d'accueillir ici et maintenant M. Jules Domché. Cette séquence de dédicace de ce livre durera environ 1 heure. Nous aurons en première phase le rôle de l'éditeur, mon cher Arthur, qui est là avec nous, parce qu'il édite, c'est le directeur central de cette maison d'édition qui monte et qui monte encore et que nous devons encourager. Ensuite, nous aurons un échange très édifiant entre Jules et l'auteur Jules et Valentin Zinga, le DP de Ligue Horizon, en espérant qu'il arrive. Oui, effectivement, il est là. Et puis ensuite, nous aurons un petit reportage qui va vous permettre de bien comprendre les enjeux de ce pourquoi je l'ai écrit ce livre. Je vous demande d'accueillir Valentin d'ailleurs. Et après le petit reportage de 10 minutes, nous aurons donc l'auteur qui va prendre 5 minutes pour expliquer encore le rationnel de ce livre très important. Et à la fin, nous aurons un jeu de questions-réponses qui devra normalement durer 30 minutes. Puis, la dédicace du livre en elle-même se fera au fond de la salle. Sur ce, je vous prie d'accueillir ici et maintenant Arthur, l'éditeur et le directeur de Aspétite. Vos orations, s'il vous plaît. Donc, je tiens déjà à remercier les organisateurs pour le privilège que nous font d'avoir créé un espace pour que nous puissions échanger pour une thématique qui, à mon avis, ou à l'avis de la maison d'édition Afredi, est très importante pour le devenir de l'Afrique. La guerre, comme nous la connaissons, elle a changé de zone de bataille. Elle n'est plus dans les zones de guerre avec les fusils comme on a toujours connu par exemple. Aujourd'hui, on parle beaucoup plus de software. Je pense que cet ouvrage est un élément qui va nous permettre encore plus de comprendre les enjeux qu'il y a derrière le développement de l'Afrique. Nous avons pensé qu'il était important que le maximum de personnes puissent comprendre l'idée qu'il avait derrière la tête. Nous espérons vraiment que le contenu de cet ouvrage sera largement diffusé. C'est la raison pour laquelle nous n'avons ménagé aucun effort pour que le livre soit disponible. Vous l'avez disponible, que ce soit au Cameroun, que ce soit au Mali, au Burkina Faso, bientôt au Niger, que ce soit en France. Et pour tous les amateurs de la version digitale, vous avez la possibilité de l'avoir via la plateforme Amazon. Le livre coûte 15 000. Je pense qu'il est important, non pas simplement pour ceux qui sont présents, mais également aussi pour tous ceux qui s'intéressent au réveil de l'Afrique, à la prospérité de l'Afrique, de pouvoir acquérir cet ouvrage pour pouvoir découvrir les richesses d'une réflexion d'un homme d'expérience. Médias comme instrument de politique étrangère en Afrique, analyse de la guerre constitutionnelle. Jules Domché, cet ouvrage, je l'ai parcouru, se présente à la fois comme un concentré de constat, comme une offre de décryptage et finalement comme un faisceau de recommandations, le tout sous le mode de la description. Le terme que vous avez beaucoup. Mais la problématique n'est pas nouvelle. Il suffit pour cela de se plonger dans les archives et de se souvenir que dans les années 70 déjà, le philosophe français Louis Althusser avait développé le concept d'appareil idéologique de l'État, l'école, la religion, etc. Ma question est, en quoi cet ouvrage fait-il sens dans l'actualité de l'Afrique aujourd'hui?
Effectivement, la thématique n'est pas nouvelle, mais elle est d'intérêt et d'actualité, notamment pour le continent africain. Il ne vous a pas échappé que depuis pas mal de temps, il y a comme un nouveau vent qui souffle sur le continent. Et ce vent-là est un vent de liberté, est un vent de dignité, est un vent de définition de soi. Et face à cela, moi qui suis dans le monde des médias depuis un petit temps, je me suis dit, est-ce qu'il n'est pas temps que j'essaye de faire quelque chose par rapport à moi, ma perception, notamment du rôle des médias. Et cela m'a amené justement, eu égard aussi au background qui est le mien, à faire un travail de recherche en me posant une question basique. C'était de savoir quel intérêt les États auraient à financer à coup de milliards de francs CFA et même de milliards d'euros des médias orientés vers l'extérieur et de plus en plus vers l'Afrique. Et c'est dans ce cadre-là que j'ai commencé à faire ce travail qui m'a amené à une conclusion qui est le titre du livre. C'est qu'en tout état de cause, ces médias ne sont en réalité que des instruments que les puissances utilisent dans la conduite de leur politique étrangère qu'ils souhaitent la plus offensive possible et la même et à même de garantir leurs intérêts. Donc voilà très brièvement ce que je peux dire pour répondre à ta première question. J'essaie de démontrer. Il reste trois choses. La première, c'est que cette bataille qui concerne à la fois les images et les imaginaires sur de l'Occident, généralement par rapport à l'Afrique, se déroule, ces batailles, sur fond de rivalité d'un certain nombre de puissances. Sauf à être naïf, et sauf à oublier ce que disait déjà le général de Gaulle, savoir qu'entre les États, il n'y a pas d'amis, il n'y a que des intérêts. Est-il vraiment recevable de considérer qu'il faut y reprocher à l'État de défendre ses intérêts? Alors je dis dans le livre, c'est que chacun doit avoir ses instruments. Quand, par exemple, les États-Unis décident de créer un média orienté vers l'extérieur, c'est pour la promotion et la grandeur de l'image des États-Unis. Ils sont dans leur rôle, c'est de bonne guerre. Quand la France décide de créer France Média Monde pour justement projeter la vision de la France au-delà de la France, ils sont dans leur intérêt. Et vous verrez que les autres puissances aussi, qu'on peut qualifier de moyennes ou nouvelles puissances, vont rapidement emboîter le pas. La Russie va créer Russia Today, Sputnik, et le monde arabe, qui a très vite compris où se situaient les enjeux, va créer Al Jazeera parce qu'il ne veut plus se faire dicter l'information par CNN. Et la Chine ne va pas être en reste, elle va lancer CCTV, etc. Ce que j'ai envie de dire ici, c'est que tous ces médias-là ont un objectif précis. Premièrement, il faut projeter sa vision du monde à travers le reste de la planète. Deuxièmement, il faut défendre ses intérêts. Troisièmement, il faut conquérir des espaces et contrôler les opinions publiques. Et quand je parle des médias ici, il ne s'agit pas juste de la télévision, de la radio, des sites internet et tout, il s'agit aussi du cinéma. On sait très bien quel est le rôle, notamment que le cinéma américain a joué dans la structuration de nos pensées. Jusqu'à pas très longtemps, jeune adolescent, moi je pensais qu'il suffisait que les Américains envoient 2 soldats pour qu'ils règlent une guerre à travers le monde. Ça, c'est l'effet d'avoir grandi avec Rambo, 1, 2, 3, et je n'en sais pas s'il y a une autre après. Donc, vous voyez bien que tous ces instruments-là ont un but précis. C'est façonner une image, donner une perception et vous amener à vous définir par rapport à cela. C'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est pour cela que malheureusement, je crois qu'il y avait ton frère dans la salle, on est victime d'une chose qui est fondamentale. C'est que l'essentiel de l'actualité traitée en Afrique
est dicté par les autres. Pourquoi? Parce qu'en termes de production de l'information, nous sommes totalement largués. On se preuve chez l'AFP, l'agence française de presse, chez Reuters, c'est American Press, autant que vous voulez. Donc, vous en arrivez à une situation où, dans les journaux africains, quand vous voyez la place qu'on accorde au conflit en Ukraine, quand vous voyez la place qu'on accorde au conflit au Proche-Orient, vous vous demandez, il y a quelque chose qui ne va pas. Et même en termes d'angle de traitement, on n'a pas suffisamment de recul pour avoir une approche africaine de l'information. Donc c'est tout cela qui, moi, me pose un sérieux problème, et je pense qu'il faut repenser justement notre rapport à l'information, parce que généralement, comme je l'ai démontré, une information n'est pas neutre. Et si tu permets, je prends quelques exemples pour démontrer comment est-ce qu'on peut manipuler l'information à souhait. L'actualité aujourd'hui se déroule en Afrique de l'Ouest. Je me rappelle que pendant que Damiba était président de la transition au Burkina Faso, il rend une visite à Assimi Goïta au Mali. Et une presse française titre « Le président de la transition burkinabé, à savoir Damiba, reçu par le chef de la junte malienne ». C'est-à-dire que vous avez Damiba qui a fait un coup d'État, bien après celui d'Assimi Goïta. Il est présenté comme président de la transition, mais Assimi Goïta est présenté comme chef de la junte. Vous comprenez très bien que dans leur esprit, les coups d'État ne se valent pas. Quand vous voyez la manière dont on a traité le coup d'État au Gabon, le président gabonais a été reçu ici, grand homme, tapis rouge, je l'ai vu tout sourire avec Macron. Il n'est pas putschiste à leurs yeux, parce qu'il est dans une position, si tu veux, qui les met dans une sorte de confort, et pour eux, dans leur intérêt, il n'est pas besoin de le délégitimer. Mais le capitaine Traoré du Burkina Faso, c'est un putschiste. Assimi Goïta, c'est un putschiste. Tchani, c'est un putschiste. Et les autres ne le sont pas. Structuration des imaginaires, contrôle des esprits, en vue du contrôle des ressources naturelles. C'est ce que vous essayez de démontrer dans votre ouvrage. Vous passez très rapidement sur le Cameroun. Et je suis en train de me demander pourquoi vous survolez. Je ne survole pas le Cameroun. C'est une question à laquelle je passe mon temps à répondre. Je vois parfois les gens aussi me reprocher sur les réseaux sociaux de ne pas suffisamment parler du Cameroun. Mais je dis, faites un effort de voir. Moi, je n'ai pas de zone qui me soit interdite. Parler du Cameroun ne propose aucun problème. Mais je m'inscris dans une logique qui va au-delà du Cameroun, parce que je pense que nos micros-États sont si insignifiants que je ne peux pas concentrer ma pensée et mon action uniquement sur le Cameroun. Je suis ici aussi parce que je suis un panafricain convaincu et engagé, et je pense que le sort de ce continent dépend en grande partie de notre capacité à nous mettre ensemble. Parce que vous ne pouvez pas être un État comme le Cameroun avec 27 millions d'habitants et vous espérez avoir un accord d'égal à égal avec les États-Unis ou avec la Chine. Le Cameroun en entier, c'est à peine un quartier peuplé en Chine. Et vous voulez parler avec la Chine et vous dites que vous êtes souverain. C'est une hérésie. Donc, le Cameroun, je préfère ne pas m'apaisantir. Je parle du Cameroun quand cela me semble nécessaire pour une démonstration, mais je n'en fais pas un point de fixation. Et je pense aussi que mes opinions sur le Cameroun sont connues. Quand il a fallu que je les exprime sans aucune retenue. Donc, je suis totalement à l'aise sur la question du Cameroun. À la page 252, l'auteur dit: en outre, dans l'optique de promouvoir les médias panafricains impliqués dans la promotion de l'image du continent, il serait envisageable de créer une agence africaine de presse et de lui faire confiance à travers la publicité. Il poursuit plus loin en disant: ce type de projet pourrait réussir dans la mesure où il ne serait pas lié à un gouvernement en Afrique, mais servirait davantage les causes panafricaines et pourrait être piloté par l'Union africaine dans l'intérêt de tout le monde. J'aimerais, M. que vous nous expliquez, est-ce que c'est faisable ce que vous proposez? Elle est, je crois, pendant 30 ans toute sa carrière. Je voudrais savoir quel regard vous portez à l'égard d'Alain Foka aujourd'hui,
avec qui vous avez collaboré dans la rédaction de ce beau livre, j'imagine, même si je ne l'ai pas encore lu. Je voudrais plutôt être très fier de toi du fait que tu aies eu l'audace, le courage d'aborder certaines problématiques qui ne pourront jamais être abordées par d'aucuns. Et effectivement, ces problématiques sont dans ce document et même dans d'autres de tes interventions. C'est pourquoi, en guise de question, je voudrais te dire, Jules, est-ce que tu ne penses pas que ça suffit le combat et qu'actuellement, il vaut mieux que ceux qui, comme toi, ont pris ce combat comme étant le leur, qu'on puisse les identifier nommément. L'esclavage numérique, ils ont détruit notre jeunesse. Donc oui, on est tous des combattants, il ne faut pas lâcher le combat. Le combat, c'est d'organiser un grand défi. Donc cette occasion, je remercie encore Paul et la douce équipe pour qu'on organise l'année prochaine un grand défi que j'ai nommé 1 mois pour plus de naturel, moins d'artificiel. Repartir avec des recommandations de ces habitudes de vie pour que les médias ne bousillent plus notre jeunesse. Les écrans, il faut savoir les utiliser à bon escient, mais pas dans le sens que les impérialistes le souhaitent. Merci pour vos questions. Alors, Jules, je vais essayer de répondre très rapidement parce que ce serait bien qu'on ait une deuxième série pour ne pas faire beaucoup de frustrés. Voilà. Il y aura forcément toujours des frustrés, mais bon, c'est la loi du jeu. Alors, je commence par mon ami Olivier Ouadjoué. Merci pour tes mots, Imam. Non, la question, c'est quoi? C'est quand vous faites un ouvrage comme ça, il faut pouvoir proposer des pistes. Je ne suis pas sûr que les pistes que je propose soient les meilleures, mais vous pourrez faire le reproche si j'étais resté juste au rejet ou à la critique. L'idée, c'est de se dire, si on crée des médias africains, il faut que ces médias puissent avoir des moyens. Et les moyens financiers, c'est la clé. Il y a d'autres types de moyens. Et j'ai pensé que, au lieu que l'Union africaine décide, comme c'était le cas pendant quelques années, depuis quelques années, de créer une chaîne de l'Union africaine qui aurait très peu de chances de réussir pour des raisons qui nous semblent évidentes, parce que pour que la chaîne de l'Union africaine soit autonome, il faut que l'Union africaine elle-même soit autonome. L'Union africaine est financée à pratiquement 70% par l'extérieur. Donc vous voyez bien que si l'Union africaine crée une chaîne, c'est encore ceux de l'extérieur qui la contrôlera. Parce que comme on le sait, qui paye comment. Mais j'ai pensé qu'on pouvait, dans le cadre de la construction d'une vraie Union africaine, avec l'une des réformes courageuses faites notamment proposées par Kagame qui n'est pas toujours appliquée, avoir justement un indice qui permettrait qu'il y ait une sorte de subvention aux médias panafricains. Parce que nous ne prenons pas, s'il n'y a pas les moyens, on n'y arrivera pas. Pourquoi l'AFP décide de ce qui fait l'actualité chez nous? Parce que l'AFP a la possibilité d'avoir un correspondant dans tous les pays africains. Aujourd'hui, moi, patron d'un média panafricain, ça ne fait que quelques années, à peine 2 ans, même pas, j'ai fait là, il peut me corriger, ça fait 1 an et demi qu'on a rompu le contrat avec l'AFP. Mais on en souffre, parce que ce n'est pas évident d'avoir des correspondants partout. Mais c'est un choix que nous avons fait par rapport à nos convictions. Donc c'est un schéma, c'est une piste qui mérite d'être enrichie. Parce que le but d'un livre, c'est pas d'avoir la science infuse, c'est de proposer des pistes de solutions et d'ouvrir le débat. Et c'est ce que j'ai essayé de faire avec cette proposition-là. Alors, madame, vous me demandez si on n'a pas déjà assez combattu. Est-ce que le combat, est-ce que ça ne suffit pas? Non, surtout pas. Le combat ne fait que commencer. On n'est même pas au début. Rassurez-vous. Cette guerre est tellement violente. Vous savez, ce qu'il y a de dangereux avec la guerre informationnelle, c'est que c'est une guerre subtile. Elle est presque invisible. On ne la voit pas. Et c'est pour cela qu'on ne ressent pas immédiatement les effets. Mais les effets de cette guerre sont catastrophiques. Non, ne pensez jamais que le combat ne finit pas. La vie, c'est un combat permanent. Nous sommes juste très modestement dans la continuité de nos dévanciers. Nous essayons aujourd'hui de nous dire, nous ne pouvons plus nous laisser dicter notre façon d'être, notre façon de vivre. Et les médias contribuent à cela. Quand vous regardez les émissions à succès, aujourd'hui, dans notre environnement, vous avez peur pour l'avenir de l'Afrique. C'est un réel problème. Et je pense que quelqu'un a posé la question, on va y répondre. Je termine sur ça, madame. Le combat ne fait que commencer. Ne pensez jamais qu'il y a une fin. C'est une guerre permanente. Nous sommes dans une jungle. Et j'aime beaucoup cet adage africain qui dit chaque matin, un lion se lève. Il sait qu'il doit courir plus vite que la voie rapide des gazelles au risque de mourir de faim. Et chaque matin,
une gazelle se lève, elle sait qu'elle doit courir plus vite que la plus rapide des lions, sinon elle va se faire dévorer. Peu importe que vous soyez lion ou gazelle, dès que le jour se lève, il faut courir. Vous ne pouvez pas être dans une posture et penser que le combat est fini. La scène internationale, c'est une jungle. C'est un combat permanent. Donc voilà ce que je voulais dire par rapport à votre question. Mon frère Karim, c'est plus une contribution, je te remercie, parce que je suis convaincu comme toi que la solution, c'est la synergie. Ce que nous, on essaye de faire très modestement ne représente rien par rapport à l'immensité du combat. Mais si chacun, dans son domaine, dans son secteur, commence à faire sa part, je peux vous rassurer que d'ici quelques années, nous ferons des grands pas. Et comme je l'ai dit, notre problème, nous autres Africains, c'est qu'on nous a tellement divisés que nous avons du mal à travailler ensemble. Alors que la solution réside dans justement cette union-là. Et je pense que Paul, on ne le remerciera jamais assez, parce que cette rencontre permet justement que les gens puissent se rencontrer et échanger les contacts pour justement travailler ensemble. Donc je voudrais te remercier pour tes propos très aimables et te promettre qu'on restera en contact, parce que je pense qu'on a besoin effectivement de toutes ces énergies, de toutes ces intelligences africaines pour mener ce combat à bien. Alors, il y a le jeune essayé de lyrique qui me dit comment remplacer ces médias. Vous savez, le problème, c'est que si on décide d'éteindre la lumière dans cette salle, on va s'adapter. Je ne sais pas si vous comprenez. La dépendance ne vient que parce qu'on a créé des habitudes. La preuve, vous êtes dans un pays où l'électricité est un luxe. Les autorités de la ville qui étaient hostiles à leur présence ont simplement été écartées, abattues pour les uns, constituées otages pour les autres. Il est aussi important de souligner que pendant longtemps, les forces armées maliennes, liées par leurs partenaires internationaux, n'avaient pas le droit et la capacité de rentrer dans l'Oura, comme dans plusieurs zones du Mali. Le territoire malien étant dès lors contrôlé par ces forces internationales. Comme Dieudonné l'a relevé dans le témoignage, il n'était pas question de dire que l'armée malienne n'a jamais tué un civil. Mais je vous mets au défi, quand vous faites une guerre asymétrique contre les terroristes, de savoir qui est civil, qui ne l'est pas. Nous qui étions là, nous avons certainement mangé avec des civils. Nous avons mangé aussi avec des djihadistes. Parce qu'il ne vous a pas échappé que, contrairement à l'armée, les terroristes n'ont pas des tenues pour se faire identifier. Ils mettent des grands bobos dans lesquels ils cachent souvent leur kalachnikov. Et quand ils sentent qu'il y a une opération de l'armée, ils vont ranger leurs armes et ils viennent se confondre dans la population. Ce qui est grave, et je voudrais attirer l'attention là-dessus, quand je parlais justement avec Valentin du choix des mots, l'armée française au Mali a tiré sur un mariage, le convoi d'un mariage. Ils ont tué à l'occurrence des vrais civils. Dans les médias occidentaux, qu'est-ce qu'on nous a dit? Une bavure de l'armée française. Mais si par extraordinaire, une armée africaine, que ce soit celle du Burkina, celle du Niger ou du Mali, essaye de tuer quelqu'un qui s'apparente à un civil ou tue un civil, on parle immédiatement d'exaction de massacre. Et nous, les médias africains, on reprend également ces termes. Donc, l'idée du reportage, c'était de vous faire voir comment est-ce qu'une actualité peut être traitée. Et vous avez bien vu qu'une fois que le rapport de Human Rights Watch est sorti, qui a donné le plus d'écho, c'est France 24, en interviewant le représentant de Human Rights Watch et tout. Et nous, quand on a enquêté, on était choqués de savoir que personne de Human Rights Watch n'est allé sur le terrain. La différence, on peut tout nous reprocher. Je pense que notre reportage n'est non plus très objectif. Mais nous, on était sur le terrain. On a rencontré des vrais Maliens. Ça nous permet d'avoir, ne serait-ce que plus de crédibilité pour pouvoir donner un narratif différent. Donc, je vais terminer par remercier mon éditeur, Afredi. Je ne suis pas l'auteur le plus facile à gérer, je le reconnais, je suis un peu têtu, mais on a réussi à produire ce bébé et je pense qu'au regard du succès qu'il connaît, on peut être fier des sacrifices consentis.